On n'en est quand même pas à 80% de chômeurs et 20% d'inactifs, mais si tant est qu'il y a un mur de séparation aujourd'hui entre les actifs et les chômeurs, il est fait de quoi, Gabriel Aguillon? C'est le code du travail, le mur de séparation, grâce auquel les salariés se protègent contre les chômeurs? Non, effectivement, je crois que, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois qu'un des gros problèmes chez nous, c'est pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, beaucoup de gens qui sont en CDD, pas en CDI, c'est qu'il n'y a pas une formation professionnelle qui marche. Alors l'Allemagne, il y a beaucoup de choses à critiquer en Allemagne, mais une des bonnes choses en Allemagne, c'est la formation professionnelle. Ils ont un système où chacun reçoit un chèque formation et choisit son prestataire de formation. Et la formation professionnelle marche beaucoup mieux que chez nous. Chez nous, l'argent, il y a 34 milliards par an en formation professionnelle qui va dans un truc qui s'appelle les OPCA, géré par les syndicats, et très peu va vraiment à la formation professionnelle. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. S'il y a un mur aujourd'hui entre les chômeurs et le mur, si vous voulez, c'est l'absence de formation. C'est-à-dire que normalement, on devrait dire, voilà, il y a des périodes de travail, des périodes de formation, et je passe d'un travail à un autre en formation. Et je touche un bon revenu quand je suis en formation. Donc ça éliminerait les barrières. C'est ça ma réponse. Isaac Gertz, s'il y a un mur. Oui, il y a un mur, mais ce n'est pas ce mur-là. Il y a un mur à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez évoqué tout à l'heure le documentaire chez Arte. Le documentaire qui a reçu le plus de téléchargements de l'histoire d'Arte s'appelle Le bonheur au travail. Et j'y parle là-bas de quelque chose que Dominique Méda, je suis aussi un lecteur et grand fan de Gallup. Et Gallup, il fait des baromètres d'engagement de salariés. Il y a un vrai mur. Est-ce que vous savez que le pourcentage de salariés qui sont engagés dans les entreprises en France, 9%. 65% sont désengagés, c'est-à-dire ce sont des gens c'est notre engagement intime. C'est ça, non. Le matin, il se lève, il a un grand sourire, il est très content d'aller au travail, il donne le meilleur de lui-même, et il est, pour un peu, parfois heureux. Vous avez des désengagés. Des engagés sont des salariés, comment ça va, et dit comment lundi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un minimum syndical avec le respect mais c'est une phrase française. Hein. Et puis vous avez 26% de désengagés qui viennent saboter le travail de leurs collègues. Ce mur-là, il est là. Et il n'a rien à voir, le code de travail n'a rien à voir. Il a à voir avec d'autres sujets. Je vais vous indiquer, parce qu'on aime des comparaisons, il y a un indicateur que Philippe et beaucoup parmi vous connaissez, de la compétitivité globale. La France, elle est numéro 22, je crois, dans le monde. Donc c'est bien, hein, 22, on est avec l'Autriche, on est avec l'Australie. Si vous regardez les paramètres qui sont les plus handicapants pour la France, c'est par exemple la qualité ou la coopération entre les employés et employeurs. On est 116e dans le monde. Afghanistan est meilleur. Je ne sais pas si Syrie est meilleur. Donc il n'y a pas que, évidemment, il y a aussi le code, mais il y a beaucoup de sujets à l'intérieur de l'entreprise. Alors le mur, il est où? On a un gros problème. Alain Deneau. Il est vrai qu'il y a un problème de détresse au travail, des dépressions, les psychotropes, ainsi de suite. C'est majeur. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'on n'a pas fait, et on aurait vraiment pu s'attendre, c'est très exigeant aujourd'hui de parler en ces termes-là, mais s'attendre à ce qu'un gouvernement de gauche tende vers cela. On est à des années-lumière de faire du travail un bien commun. De faire du travail un objet démocratique, plutôt que d'abandonner le travail à ceux qui prétendent le créer, c'est sous la forme d'emploi. Le travail, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue social, c'est penser la rencontre entre des dispositions, des compétences, des volontés, d'une part, et d'autre part, des besoins, éventuellement des aspirations collectives. Mais on n'en est pas là du tout. On en est à dire à des gens, voilà, vous allez vous conformer à une entreprise qui a pour viser, surtout quand il s'agit d'une multinationale, pour viser de satisfaire des actionnaires, avec des stratégies très dures. Et on se trouve à faire n'importe quoi, à faire des tâches tout à fait absurdes. Vous avez un ingénieur qui va confectionner un matériau qui est destiné à se briser, parce qu'on est dans l'ère de l'obsolescence et de la défaillance programmée. Vous avez des designers qui vont imaginer une façon d'installer un bain tourbillon dans un jet pour un oligarque qui a les moyens de se le payer. Vous allez avoir des pharmacologues qui vont concevoir des médicaments pour des malades imaginaires qui ont un pouvoir d'achat, tandis que des indigents qui sont vraiment dans le besoin, eux, n'y auront pas droit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Des sociologues qui font des recherches sur le public des casinos parce que le bailleur de fonds vient de cet horizon-là. Et donc, on est
est face à un monde qui, je reviens sur l'expression, qui nous condamne à la médiocrité. C'est-à-dire à une absence de réflexion sur le sens même de ce qu'on fait. Et en plus, il faudrait être de bonne humeur. En plus, on nous dit qu'il faudrait se sentir responsable, qu'il faudrait par nous-mêmes deviner quelles sont les attentes des employeurs, essayer de s'y conformer sans même que l'employeur ait à prendre ses responsabilités par rapport à son autorité, qu'on fasse comme si on était dans une sorte d'horizontalité joyeuse où tout le monde tire dans la même direction pour censurer une chose qui est le rapport d'autorité qui existe bel et bien entre un employeur et un employé. Et tout ça avec le sourire. Je vous présente, je vous donnerai la parole après, je vous présente Julien Leclerc qui nous a rejoint. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez depuis 6 ans une PME de 48 salariés dans le Lot-et-Garonne et vous avez publié en septembre Journal d'un salaud de patron dans lequel vous racontez la vie quotidienne, parfois ubuesque, d'un patron de PME. Vous êtes également le fondateur du mouvement des déplumés. Vous êtes plutôt favorable à la loi travail. J'ai envie de vous poser la question que je posais là. S'il y a un mur de séparation aujourd'hui qui existe entre les actifs et les chômeurs, il est dû à quoi ? Ce serait le code du travail, comme certains le soutiennent ? Le code du travail, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème et je suis plutôt favorable à cette loi parce qu'elle s'intéresse à ce vrai sujet. Pour répondre à votre question, s'il y a un mur, je dirais d'abord de la façon dont on parle de l'entreprise, ça donne pas envie. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, je me dis mais je vais pas aller bosser, c'est pas possible. Mais c'est horrible ce que vous racontez de l'entreprise. C'est horrible. Mais c'est l'entreprise. Mais c'est pas la réalité que je vis. Je vais vous jurer quelque chose. Je vous promets quelque chose et je fais pas de la démagogie à 2 balles. Je vous promets que la plupart des chefs d'entreprise dans notre pays font leur maximum pour que les salariés soient de plus en plus heureux au travail. Vous parlez des multinationales ou des PME ? Pardon ? Alors je parle des entreprises de France, et les entreprises de France sont d'abord des PME. C'est celles-ci qui m'intéressent ce soir, parce que ce sont 99% des entreprises françaises, mais surtout... Vous comprenez qu'il y a une distinction à faire. Surtout, oui, mais le problème, merci de le dire, on parle que des grandes à chaque fois. C'est bien la mondialisation, vous avez raison, puis on est concerné, etc. 80% des emplois qui ont été créés ces 20 dernières années l'ont été par des PME. Donc si on veut parler de la relance de l'emploi, parlons des entreprises qui embauchent. Les grandes boîtes, elles n'embauchent plus en France. Donc parlons des PME. D'accord. Et alors, en face de vous, Anne de Bréjas, vous êtes ingénieure chez EDF, syndicaliste à Sud Solidaire et membre de l'Observatoire de la discrimination et de la répression syndicale de la Fondation Copernic, plutôt contre la loi travail. S'il y a un mur aujourd'hui de séparation entre les chômeurs et les actifs, il est dû à quoi ? Mais d'abord, je ne suis pas sûre qu'il y ait un mur, parce qu'il me semble que le chômage touche évidemment de plein fouet ceux qui le subissent. Ça fait des drames sociaux, on le sait, mais ça touche globalement tout le monde du travail. Ça a des effets directs sur les salariés, parce qu'ils voient leurs droits tirés vers le bas. Ils ont cette épée de Damoclès perpétuellement au-dessus de la tête, ce qui les conduit à accepter n'importe quoi. Et un des problèmes de cette loi, c'est que justement, dans ces moments où il y a une faiblesse des salariés vis-à-vis de leur employeur à cause du chômage, il faudrait renforcer ce qui représente un filet de sécurité qu'est le Code du travail, et que la loi qui est proposée contribue à affaiblir ce Code du travail et donc va pousser les salariés, une fois de plus, à accepter tout et n'importe quoi. Je prends un exemple. Il pourrait y avoir des accords qui conduiront, sous prétexte de préserver ou de développer l'emploi, à augmenter le temps de travail par rapport à ce qui est dans son contrat de travail, sans aucune compensation. Alors, Christine Cardellan, vous voulez intervenir ? Je voulais répondre à la même question. Ce mur, d'où vient-il ? Moi, je crois qu'il y a effectivement un mur entre ceux qui sont gâtés à l'intérieur et ceux qui n'ont rien à l'extérieur, et qu'il a été bâti pierre par pierre, à la fois par les hommes politiques et par les syndicats, à cause de ce consensus inavoué qu'on appelle la préférence française pour le chômage. C'est-à-dire qu'on a préféré, je sais, Dominique proteste, parce qu'on l'entend souvent cette expression, mais elle est réelle. Je pense que les hommes politiques préfèrent, même s'ils tiennent un discours différent, choyer les 19,7 millions de gens qui sont en CDI, et que les syndicats, plutôt que les 3,5 millions de chômeurs, et les syndicats eux-mêmes préfèrent effectivement travailler pour ceux qui sont leurs cotisants, plutôt que pour ceux qui non seulement ne cotisent pas, mais ne manifestent pas, ne sont pas de leur côté. Et c'est ce qui fait peu à peu qu'il y a ce mur qui se dresse entre les deux populations. Diana Filipova et Dominique Méda après. Moi, je pense qu'il y a plein de murs qui séparent, en fait. Aujourd'hui, plein de populations différentes. Il n'y en a pas un seul. C'est difficile d'en parler d'un. Mais il y en a un, à mon avis, qu'on n'a peut-être pas trop abordé. C'est la différence entre les gens qui choisissent leur travail, qui peuvent lui donner un sens, qui peuvent le faire évoluer, qui peuvent aller se former si jamais ils ont un problème, s'ils sentent que leurs compétences ne sont plus au niveau. Et puis, il y a ceux qui subissent en permanence, qui subissent tout, qui subissent un salaire,
qui subissent la forme de leur travail, c'est-à-dire qui voudraient bien être salariés, mais qui en fait sont des travailleurs à la demande, ou inversement, j'en sais rien. Et je pense que c'est là, il faut vraiment sortir d'une vision extrêmement économiciste. Enfin là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure qu'on parle non pas d'être humain, mais de courbes et de numéros. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Je veux dire, le travail, c'est la socialisation, c'est les souffrances, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'engagement, c'est la créativité. C'est tellement différent de la seule création du sens économique. Et c'est davantage ça dans notre société parce que le travail est au centre de tout. C'est un mode de socialisation, c'est le mode par lequel on se reconnaît, c'est un mode aussi qui nous associe à un statut qui va nous correspondre tout au long de notre vie ou qu'on pourra modifier ou pas dans le futur. Donc, et cette séparation-là, je pense qu'elle a été très bien illustrée par un collectif qui s'appelle On vaut mieux que ça, on vaut plus que ça, qui a produit, là, qui a fait plus de 1 million de vues, où les gens disent, mais je vous parlais de ce que c'est le travail, je vous parlais de la vraie souffrance au travail et du vrai bonheur au travail. Et ces choses-là, elles ne sont pas abordées par cette loi, et ce n'est pas des questions juridiques, c'est même pas des questions économiques, c'est des questions de vision politique. Et c'est là, en fait, à mon avis, la gauche, là où vraiment il y a un problème, c'est qu'au lieu de se saisir de cette question et d'en profiter pour construire une nouvelle pensée autour du travail, réfléchir, c'est quoi les solidarités au XXIe siècle? C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire l'ubérisation pour le travail? Comment est-ce qu'on va, et ça c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé mais qui est très important, comment construire une nouvelle protection sociale qui intègre les exclus, les nombreux exclus? Non seulement du marché du travail ou du salariat classique, qui sont à la marge, et comment on protège les nouveaux risques, et comment on arrive à faire de nouvelles opportunités de création de valeur, les insérer en quelque sorte dans l'économie et d'en faire aussi des facteurs de croissance. Et ça, cette réflexion, elle n'est pas menée, et c'est une occasion perdue, c'est un échec. Jacques Guerre. Alors, j'écoute et je me dis que je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Diana. D'ailleurs, on nous a mis ici, mais on pourrait échanger. D'ailleurs, je fais une grande révélation qu'on intervient très souvent avec elle dans les mêmes événements, ou éventuellement avec monsieur, avec qui je partage beaucoup, hein, notamment sur le travail qui représente le bien commun. Je vais faire une petite, peut-être c'est une révélation, hein, et avec madame. Et avec Dominique Méda aussi. Ah ben c'est chouette. Et c'est la couverture. Vous allez voir que c'est pas de la rhétorique. J'ai été invité à faire un séminaire à l'UCANS. L'UCANS, c'est l'organisme, donc, présidence de Caisse nationale de sécurité sociale. L'organisme paritaire. Donc, vous avez d'un côté les représentants des syndicats et de l'autre côté les représentants de patronat sur le sujet qui est le travail, le bien commun, si vous voulez. Autrement, on appelle ça parfois l'entreprise libérée, etc. J'ai parlé peut-être je ne sais pas, 40 minutes. Après, chacun d'eux a parlé. Et le résultat de tous ces échanges était qu'ils ont voté, une des premières fois, je crois, dans l'histoire, à l'unanimité, de faire évoluer les caisses de la sécurité sociale. Vous êtes le grand réconciliateur. Non, mais je suis pour rien. C'est que c'était là. La seule chose que, à mon avis, ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti de quelque chose où il y a ce débat ici, c'est-à-dire un débat des valeurs. Si on commence à opposer la justice sociale, par exemple, la liberté d'entreprendre, on ne s'en sort pas. Or, au niveau des organisations, dans ce cas, c'est les caisses de sécurité sociale, au niveau des entreprises, il y a des vrais soucis et intérêts communs autour desquels les gens sont prêts à discuter, à dialoguer et construire quelque chose ensemble qui n'existe pas. Je suis d'accord avec monsieur. Mais les entreprises que j'ai étudiées, ceux dont je vous parle, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. J'ai étudié plus de 300 entreprises en France et à l'étranger. Et j'étudie les entreprises dans lesquelles on parle, on construit ensemble. Ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours simple. Mais on y arrive. On y arrive, on peut y arriver. Alors, oui, Dominique Méda. Moi, je n'ai pas répondu au mur, je voulais répondre au mur. Le mur. Le mur. Bon, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de mur. Souvent, c'est ce que vous avez repris tout à l'heure, on nous dit qu'il y a les insiders et les outsiders. Les insiders sont bien protégés, et puis les syndicats les gardent bien au chaud, et puis il y a ceux qui essayent de rentrer. Et évidemment, tout ça explique ensuite les propositions que l'on peut faire. C'est-à-dire, si on secouait un peu le cocotier et qu'on affaiblissait les protections, alors les autres pourraient rentrer. Mais évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce qu'on n'a pas... D'abord, c'est très facile, on l'a dit tout à l'heure, de
de rompre un CDI. Donc, c'est pas vrai que les gens qui sont là sont très, très bien protégés. Et puis, ceux qui essayent de rentrer, ils sont quand même très différents. Il y a les jeunes bien qualifiés. Ben, ils vont rentrer. Alors, ils vont se taper comme les autres des stages et des choses abominables, mais ils vont finir par rentrer. Mais il y a la question des jeunes peu qualifiés, et puis il y a la question des seniors, de tous ceux qu'on vire à 50 ans et qui n'arrivent plus à rentrer. Encore pire, seniors dont personne s'est occupé pendant 30 ans et qui n'ont plus de qualification, plus de formation. Alors ceux-là, on les laisse doucement se recroqueviller sur le bord de la route et on ne s'occupe pas d'eux. Donc, s'il y a un mur qui est en train de se construire, c'est le mur de la qualification. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable en permanence de lutter contre la formation de ce mur, donc de lutter contre l'absence de qualification, à la fois pour les jeunes, on voit bien, il faut prendre des mesures absolument drastiques, mais aussi pour tous ceux qu'on a mis de côté, à la fois par les progrès de l'automatisation, et puis pour tout le reste, parce que les entreprises se sont mal occupées d'eux, parce qu'ils ne se sont pas formés. Et je pense que pour ces gens-là, comme ça s'est passé par exemple en Finlande, il faut faire des efforts massifs, il faut faire des plans de requalification pour les remettre dans le bateau. Il faut essayer en permanence de partager le volume de travail disponible et de faire des plans de requalification et de reformation. Et un dernier mot, ce qu'on a dit sur les conditions de travail, c'est vrai que la France, quand on regarde l'enquête européenne sur les conditions de travail, la France est dans une très mauvaise position. On a des conditions de travail très médiocres, du stress, du burn-out, des gens en effet qui n'ont pas envie d'aller au travail, des gens qui ont pressure, et c'est là que le code du travail est absolument nécessaire, et c'est là qu'on risque une régression, je crois, quand on va demander aux gens de travailler toujours plus, avec des forfaits jours. Vous savez que le forfait jour, ça vous permet de respecter aucune des durées, ni la durée légale, ni les durées maximales. Et que dans la loi, par exemple, il y a une disposition qui propose tout simplement que le chef d'entreprise, dans les moins de 50, eh bien, il impose aux salariés, sans aucune discussion, sans accord d'entreprise, sans rien, il impose ce forfait jour. Et donc, vous voyez, derrière, il y a la question de la santé, de la sécurité et de la qualité des conditions de travail. Alors, je vous propose d'écouter des réactions. Il y en a eu énormément à cette loi. Encore une fois, elle déchaîne les passions. Alors, tout un florilège de réactions à la loi sur le travail.